Bonjour à tous, mon nom est Chloé Paradis, je suis nutritionniste à la clinique Diabète. Dans cette vidéo-ci, on va parler plus de trucs pour faire des bons choix à l'épicerie, apprendre à lire des étiquettes de valeur nutritionnelle. C'est vrai qu'on a dit qu'on devait manger moins de produits transformés, mais des fois, on s'en sort pas, évidemment. Donc, comme ça, on va avoir des outils pour faire des bons choix. Je vous invite par contre à regarder les deux vidéos précédentes avant de regarder celle-ci, donc celle au niveau de nutrition et santé cardiovasculaire. Et pour ceux qui sont diabétiques ou prédiabétiques, vous pouvez regarder aussi la vidéo nutrition et diabète. Donc d'abord, quand on regarde des produits, on a toujours la liste des ingrédients. En fait, ce qu'on veut à la base, là, garder ça simple, on veut que la liste soit courte et surtout que ça soit des mots qu'on comprend, pour lesquels on a des références, ok? Parce que des fois, il y a des noms, comme on dit, à coucher dehors. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, ben, peut-être qu'on peut les éviter. Aussi, il faut bien garder en tête que la liste des ingrédients, en fait, est faite de telle sorte que l'aliment qui est là en la plus grande quantité est le premier et ainsi de suite. Donc, ça va en ordre décroissant. Important de regarder certains aliments qu'on essaye d'éviter, certains ingrédients en fait, que ce soit par exemple s'il est écrit hydrogéné ou shortening, ça veut dire des gras trans. Les gras trans sont mauvais pour nos types de gras à nous dans le sang. Donc, font monter le mauvais cholestérol, font baisser le bon. Il n'y a vraiment rien de bon là-dedans. On en retrouve uniquement dans justement les produits transformés. Ensuite, tout ce qui est huile de palme, de coco, huile de palmiste, etc., c'est des gras qui sont solides à température de la pièce, donc des gras saturés qui sont moins bons pour la santé. Et en plus, tout ce qui est huile de palme est produit de façon pas très écologique, souvent non responsable au point de vue des petits producteurs. On en retrouve entre autres par exemple en Asie. Donc si vous avez vu aussi des destructions d'habitats d'orang-outans, ben c'est un petit peu à cause de ceux-là. Donc si jamais c'est écrit huile de palme équitable, ben là, c'est déjà mieux au niveau économique et écologique. Je vous ai écrit aussi au niveau des phosphates. Gardez en tête que les additifs phosphatés, que ça s'appelle phosphorique, phosphore, phosphate, font durcir les artères, donc pas très bon pour la santé cardiovasculaire. Finalement, j'ai écrit aussi glucose, fructose, mais il y en a plein d'autres. Ça, c'est la grande famille des sucres ajoutés. Ils peuvent s'appeler de différentes façons. On essaye de diminuer les sucres ajoutés. Donc, vous avez le tableau là, qui est ici, c'est vraiment le tableau de base. Ça se peut que vous ayez des petites formes un peu différentes. Ça, c'est le dernier, en fait, qui a été approuvé. En fait, ce qui est important de regarder, c'est vraiment, on commence par le haut, c'est la portion. Donc, toutes les valeurs que je vais avoir plus bas vont être en fonction que je consomme, par exemple, une demi-tasse. C'est pour faire des comparables aussi, la portion peut varier, vous n'êtes pas obligé de vous limiter à cette portion-là, c'est juste pour au moins des fois faire des comparables puis avoir une idée pour une portion qui d'habitude est presque celle qu'on mange environ. Ensuite, si on descend, ben, on retrouve calories, mais dans toutes les vidéos que vous allez regarder aujourd'hui, en fait, je parlerai jamais de calories. Les calories sont une mesure de l'énergie, c'est vrai. Par contre, ce qui va déterminer ce qui va apporter de l'énergie, mais c'est trois choses principales. Donc, les lipides, qui sont des gras, les glucides, qui sont la grande famille des sucres, et vous avez aussi les protéines. Les calories vont varier en fonction de ça parce que les trois éléments que je vous ai nommés vont donner de l'énergie. Okay? Alors, si j'ai un aliment qui contient, mettons qu'on garde juste le 190 calories, ben, est-ce que c'est un bon aliment, c'est pas un bon aliment? Ça dépend. Est-ce que l'énergie est fournie par les gras, par les sucres ou par les protéines? Si je vous dis une collation de 100 calories, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ben, il va falloir savoir ça vient d'où. Donc, si je vous dis que finalement, ben, la collation, c'était des jujubes ou c'était des noix, on se doute que la qualité alimentaire n'est pas la même. Donc, les noix vont contenir du gras et des protéines, vont nous soutenir davantage. Alors, le gouvernement a beau les avoir mis en gros en gras,
Au niveau des nutritionnistes, on est plus ou moins d'accord avec ça parce que le calcul est plus, je dirais plus complexe ou ailleurs, en fait, pour faire des bons choix. Je vous ai dit là tantôt que lipides, c'était des gras. On a aussi gras saturés et gras trans, qui sont les gras qu'on essaye de diminuer le plus possible. Les insaturés, donc ici, sont que ce soit poly ou mono. Je vous réfère là à la présentation sur nutrition cardiovasculaire. On en détaille un petit peu plus. Mais ça, ces deux-là, là, c'est les bons gras qu'on va vouloir avoir en plus grande proportion. Les glucides, on en a parlé, protéines. Et vous avez aussi le facteur important, c'est le fameux sodium, donc le sel. Vous avez aussi un exemple de liste d'ingrédients juste au bas. Ce qui est aussi mêlant, en fait, disons-le, sur le tableau de valeur nutritive, c'est le pourcentage de valeur quotidienne. Bon, qu'est-ce que c'est? La colonne ici représente qu'est-ce que cet aliment-là va fournir pour ma portion par rapport à mon besoin pour la journée au complet. Donc, si je mange cette demi-tasse-là et que ça fournit 45 mg de sel, ça veut dire que ça couvre 2% de mon besoin total de la journée. 2 par rapport à 100%, c'est quand même pas beaucoup. Donc, pour vous aider, ils ont rajouté aussi le petit truc ici. Donc, si je suis à 5% ou moins, ça fournit peu. Et si c'est 15% ou plus, c'est beaucoup. Mais il faut faire attention. Si, par exemple, je vais au niveau des fibres, les fibres, on en veut le plus possible. Donc, pour fibres, je vais vouloir avoir un chiffre qui est plus gros ici. Donc, ça veut dire que l'aliment va couvrir une plus grande proportion de mon besoin pour la journée. Mais on aura compris, puis on va le voir un petit peu plus loin, que si on parle de sodium ou de sucre, on va essayer de vouloir que le pourcentage qui est ici soit plus bas. D'ailleurs, je reviens à glucides pour bien faire la distinction. Vous voyez que glucides tassés et plus en dessous, vous avez fibres et sucre. Bien, ces deux-là, on va les démêler. En fait, glucides, c'est la grande famille qui fait monter le taux de sucre. Mais les fibres sont aussi incluses là-dedans. Mais les fibres, on les digère pas. On n'est pas des vaches, donc on les comptera pas dans le total des glucides. Sucre aussi, vu qu'ils sont en dessous, donc le 3 grammes ici est déjà inclus dans le 15 grammes. Donc, quand je dis qu'on ne comptera pas les fibres, c'est surtout pour ceux qui ont vu la présentation pour les diabétiques. Donc, les fibres n'ont pas d'effet sur le taux de sucre, donc ils ne feront pas partie du total des glucides. Fait qu'on a vu le tableau à la base, mais inquiétez-vous pas, on va faire des exemples. Fait comme ça va être moins mêlant. Et sinon, j'ai pas parlé de la section du bas, mais c'est des vitamines, des minéraux qui vont être aussi présents dans l'aliment. On se fait un petit exercice ici. Je fais un petit rappel, dès qu'on a des produits céréaliers, ce qu'on veut, c'est des fibres, OK? Si vous avez une chose à tenir compte, c'est ça, OK? Le fait, là, que ça soit écrit sans gras ou sans sucre ajouté, ça fait pas une très grosse différence parce qu'en général, dans les pains qu'on trouve en sac, du gras et du sel, il y en a, même s'il n'est pas écrit, là, sans sucre, sans gras, il n'y en a pas tant que ça. Vous allez, si vous voulez compter combien il y a de glucides dans une tranche de pain, vous pouvez vous pratiquer ici. Je vous laisse essayer. Donc, combien il y a de glucides pour une tranche de pain? On a 23 grammes de glucides au total, moins 5 grammes de fibres. Faut pas se laisser tromper par le fait que ici, on a détaillé le type de fibres. Mais 4 plus 1, ça fait 5. Okay? Donc, si on veut avoir le total de glucides, on va venir faire 23 moins 5, mais n'oubliez pas, moi, je vous ai dit pour une tranche, et ici, si on regarde en haut, c'était pour 2 tranches. Donc, on va se retrouver à avoir 23 moins 5 divisé par 2. Ça va faire 9 grammes par tranche.
Pour ceux qui ne comptent pas les glucides, il y a aussi quelque chose de très intéressant à venir vérifier si le pain est intéressant en termes de source de fibres. Ce qu'on veut, petit truc, c'est comme un jeu de crib 15-2. Okay? Gardez ça en tête. Alors, on veut, pour 15 grammes de glucides, on veut au moins 2 grammes de fibres. Si jamais on avait 30 grammes de glucides, ben on veut 4 grammes de fibres. Donc ici, dans ma proportion que j'ai, 23 pour 5, donc j'ai même plus de fibres que si j'avais, par exemple, 30 grammes de glucides pour 4 grammes de fibres. Donc, ça veut me dire que c'est un bon choix. On va faire un autre petit exemple. Là, je vous présente plein de marques de toutes sortes. J'ai aucune part dans aucune société ou compagnie de toutes sortes. C'est juste souvent des produits dont on se fait parler ou qu'on voit souvent là, que les gens consomment. Ici, première affaire, je vous ai dit, c'est un produit céréalier, on veut des fibres. Si on vient voir ici, on a 39 grammes de glucides et un seul gramme de fibres. Vous rappelez-vous de mon petit truc là, de jeu de crib? 15-2. Okay? 15-2 ou sinon, on veut 30 pour 4 grammes de fibres. Est-ce qu'on l'a ici? Est-ce qu'on a une quantité intéressante de fibres? Et non. Effectivement, manque beaucoup de fibres dans ce pain-là. Ça va vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire que, vu qu'il y a moins de fibres, c'est un pain qui est moins soutenant. Deuxièmement, c'est que quand on va le manger, ben, le taux de sucre va monter un petit peu plus haut, un peu plus rapidement parce que le corps le digère plus rapidement et facilement. On voit aussi dans la liste des ingrédients que je vous ai mis ici que le premier ingrédient, c'est de la farine de blé enrichie. Il n'est pas écrit farine de blé entier, donc c'est de la farine blanche. Enrichie, ne vous faites pas avoir, ce n'est que des vitamines et des minéraux qui ont été ajoutés. C'est un choix de santé publique de rajouter certains vitamines et minéraux de base parce que le pain, c'est une denrée de base, donc on s'assure que la population, même si les revenus ne sont pas très élevés et que l'alimentation est peut-être moins variée, ils ont quand même un apport dans des vitamines et minéraux essentiels par la farine qui est enrichie. Ça ne veut pas dire enrichie en fibres. Alors, on a vraiment juste gardé la partie sans fibres quand on a fait la farine. Alors, ce ne sera pas notre choix préféré, ce type de pain-là. Si jamais on se dit « Ouais, mais moi, le pain brun, là, j'aime vraiment pas ça », ben on peut avoir une option entre les deux, je dirais, qui est pas comme du pain brun, mais qui est mieux que du pain blanc. On a Multigo de Gadois, qui est comme ça, ou bien le pain pomme Smart. Si on va voir au niveau des glucides et des fibres, vous voyez ici, j'ai plus de fibres encore là pour 2 tranches de pain. Alors, si j'ai mon petit truc, là, 30 grammes de glucides, je veux 4 grammes de fibres, ben, je l'ai atteint quand même passablement. C'est pas tout à fait le même style de fibre que du pain brun, mais c'est quand même un bon compromis. Ici, on a les fameux cornflakes. Moi, j'entends souvent, là, par exemple, les gens qui ont, par exemple, un nouveau diagnostic de diabète ou bien qui font plus attention, entre guillemets, à ce qu'ils mangent, ils vont manger des cornflakes au lieu de manger des céréales très sucrées. C'est sûr que ça contient moins de sucre. Par contre, si on jette un œil, là, ici, est-ce qu'il y a des fibres? Et non, okay? Il y a vraiment zéro fibre, donc c'est pas soutenant. On a faim rapidement après des cornflakes. Alors, c'est pas nécessairement le choix qu'on va préférer. Ça va aussi être digéré très vite. Juste pour vous faire un petit comparable, si on regarde combien il y a par exemple, de glucides dans un bol, il est écrit là, donc dans un bol, on a 24 grammes de glucides, pas de fibres. Et souvent, ben, les gens peuvent rajouter une cuillère à soupe de sucre, qui équivaut à 15 grammes de glucides. Donc, au total, on parle de 39 grammes de glucides. Donc, la grande famille qui va faire monter le taux de sucre. Ici, ben, surprenamment, on regardait les mini-wheats.
Oui, on est d'accord qu'il y a un côté givré aussi. Donc, oui, vous voyez, on le voit bien, on le voit bien ici, les 10 grammes de sucre. Donc, ça, c'est vraiment du sucre ajouté. Par contre, regardez au niveau des fibres, la quantité qui est là. Alors, si on fait un peu le parallèle, donc un bol, c'est 45 grammes moins les 6 grammes de fibres. Puis là, ben, on rajoutera pas de sucre. Ben, en fait, on se trouve aussi à avoir 39 grammes de glucides comme mes cornflakes. Pensez-y un peu, si vous mangez un bol de mini-wheat par rapport à un bol de cornflakes, lequel va vous soutenir le plus? Ça risque d'être les mini-wheat. Donc, cet effet-là, c'est vraiment apporté par les fibres qui sont ici. Et ce qu'on peut remarquer aussi d'intéressant dans les mini-wheat, c'est qu'il n'y a aucun sel ajouté. Dans les céréales, il y a toujours, à part, je dirais, dans les mini-wheat et la prochaine sorte de céréales que je vais vous présenter, il y a toujours du sel, même si c'est un produit qui est sucré. Okay? Donc, il faut faire attention aussi. Il y a des sources de sel comme ça qu'on ne voit pas passer. Donc, parlant de céréales qui contient aucun sel, on va retrouver les shredded wheat. Et oui, j'ai beaucoup de gens qui appellent ça les petites balles de foin. Il y a des petites balles, puis il y a des grosses balles. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ces céréales-là, c'est qu'il y a zéro sucre ajouté et beaucoup de fibres. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment soutenant. On peut soit les mélanger avec d'autres céréales, on peut aussi rajouter des fruits si on veut à l'intérieur. Puis même, il y a une version au chocolat noir qui est sortie, qui peut être intéressante. Même maintenant, les mini-wheat aussi ont sorti une version sans givrage. Par contre, je vous dirais qu'il y a aussi du sucre ajouté, mais sont vraiment intéressantes et ben, sont bonnes au goût aussi. Ça, c'est très important. Parlant de bon au goût. En fait, vous avez ici deux biscuits aux pépites de chocolat. Fait que vous avez la compagnie Leclerc et le fameux biscuit bien connu, là, les chips Ahoy. Et si on regarde en termes de valeur nutritive, on s'entend, là, c'est un dessert, donc c'est un aliment plaisir. C'est pas là où est-ce qu'on va avoir les meilleures valeurs nutritives, mais on arrive quand même à avoir dans la compagnie Leclerc, donc Vital, on a quand même 18 grammes de glucides pour 2 grammes de fibres, versus l'autre qui a un petit peu moins de fibres. Donc, ben, pourquoi pas aller chercher un petit peu plus de fibres. Ils sont très bons aussi, ces biscuits-là. Mais sinon, en termes de valeur nutritive, ça se ressemble passablement. Là où je vous dirais qu'il y a une différence intéressante, c'est si je viens vous mettre les listes là, en fait, d'ingrédients pour ces deux types de biscuits-là. Alors, ben en fait, on remarque, bon, je vous ai mis en gras, c'est sûr qu'il y a du sucre, là, c'est un dessert, là, c'est des biscuits. Par contre, si on va dans la version aussi de biscuits de Christie, ben, on retrouve du shortening. Donc, on voit ici le palme. C'est des mots tantôt, là. Donc, phosphate, glucose, fructose. Bon, c'est sûr que dans l'autre aussi, on a du sucre. Mais c'est beaucoup de mots non intéressants à retrouver. Shortening, c'est des gras trans. C'est écrit 0, mais probablement parce qu'il y en a un peu, mais quand on arrondit à l'unité, ils n'ont pas eu besoin de l'écrire sur le tableau. Phosphate, ça fait durcir les artères. Fait que pourquoi pas tant qu'à faire plaisir, ben pourquoi pas prendre un produit pour lequel tous les ingrédients ici, ben en fait, on comprend tous ces mots-là, on sait ce qu'ils sont et ça ressemble beaucoup plus à un produit maison. On a aussi, on va parler de sel, évidemment. Donc, je vous donne ici l'exemple donc ici, c'est un tortilla au complet. Et venez voir ici la quantité de sel qui est contenue dans un tortilla seulement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? Vous en rappelez-vous ce qu'on a vu un petit peu tantôt? Ça veut dire que si je mange un tortilla, ça couvre 25% de mon besoin en sel pour la journée. Okay? C'est le quart de ma journée. Gardez en tête que ce qu'on veut, là,
c'est que ça soit 6 ou 5% et moins, ça veut dire qu'il y a peu de sel. Donc, vous le voyez ici, je vous l'ai mis. Donc, faible en sodium, c'est 140 mg ou 6%. Donc, pour le sel, on ne commence pas à compter le sel, là. J'ai mangé telle chose, plus telle chose. Quand vous choisissez un produit, cherchez 6% et moins. Ça veut dire que c'est faible en sel. Point à la ligne, compliquez-vous pas plus la vie que ça. Donc, si on se fait un exemple, vous êtes devant le rayon là, des bouillons de poulet et vous avez ces deux marques-là que l'on reconnaît. Ben, en fait, si on vient voir, ben, il y en a un qui contient, il y en a un qui contient 2/3 de tasse. Si vous avez bien remarqué, je ne compare pas tout à fait les mêmes valeurs, mais on comprendra que c'est même pas du simple au double les valeurs de sel qui sont ici. Donc, sodium, ici j'ai 2%, vous rappelez-vous? Donc, on vise en bas de 6% parce que c'est un produit sans sel ajouté. Versus notre ami Saint-Hubert qui propose un bouillon de poulet avec 720 mg pour une tasse. Donc, ça se peut que vous en mangiez 2 tasses de bouillon de soupe. Alors, c'est le tiers de la journée pour une tasse. Donc, le tiers de sel de ma journée. Puis là, vous dites, oui, mais il y a la version qui est réduite en sel. C'est vrai, mais si on regarde cette version-là, vous voyez, on est encore à 22%. Okay? Donc, on est toujours mieux de choisir la version sans sel ajouté, que ce soit pour le bouillon, mais aussi pour les conserves de tomates, de légumes, etc., de sauce tomate. Prenez la version sans sel, puis quitte à en rajouter un petit peu quand vous allez cuisiner, mais vous en rajouterez jamais autant que la compagnie en a mis. Puis vous pouvez rajouter de la saveur aussi autrement que par du sel, avec des épices, des fines herbes, etc. On continue nos comparaisons. Donc, je vous fais vraiment comme la même chose que si on était à l'épicerie et qu'on avait 2 produits. Alors ici, en fait, je vous ai mis, c'est tous les deux des cheddar, puis vous avez le cheddar Amoroso qui est produit par la vache à Mayotte. Et vous avez le traditionnel Petit Québec, ça pourrait être n'importe quelle marque, mais c'est un cheddar standard. Donc, tous les deux, c'est vraiment pour 30 grammes de fromage, ce qui est vraiment pas une très grosse quantité. C'est presque l'équivalent de 2 doigts là, moyens. Je vous laisse regarder 2 petites secondes. Quelle est la différence majeure entre les deux produits? Vous avez peut-être vu le sel, mais la chose que je veux que vous remarquiez le plus, c'est vraiment au niveau du gras. Okay? C'est vraiment du simple au double pour la même grosseur de morceaux de fromage. Okay? Donc ici, pour vous donner une idée, on a 5 grammes, c'est 1 cuillère à thé. Donc, dans l'autre fromage, on aurait 2 cuillères à thé de gras pour un morceau de 30 grammes, donc à peu près gros comme 2 doigts. Donc, c'est vraiment impressionnant la différence. Bien, tout ça est dû au fait que sur mon Petit Québec, j'ai 35% de matière grasse et sur l'autre ici, j'ai 17%. Donc, c'est sûr que c'est gagnant d'aller chercher un fromage qui contient moins de matière grasse, surtout si vous en mangez passablement souvent. Mais sinon, il y en a plusieurs sortes. Donc, ce qu'on va viser, c'est des fromages à peu près à 20% de matière grasse et moins. Vous avez là-dessus, par exemple, des mozzarella, mais on a vu plusieurs aussi types de fromages qui sont réduits en gras. Donc, gênez-vous pas pour aller choisir ces sortes de fromages-là. L'autre chose, c'est qu'on a des produits aussi comme du yogourt. Celui-là, c'est vraiment particulièrement le méditerranéen. Donc oui, on dit qu'il est riche et onctueux. Mais si on vient regarder la quantité de gras, ici, là, on n'oublie pas de regarder la portion, c'est pour un 3/4 de tasse. Donc, pour vous donner une idée, c'est presque l'équivalent de 2 petits yogourts. Donc, vous voyez ici, si j'ai 3/4 de tasse de yogourt, ça fournit 14 grammes de gras. Et là, on peut aller voir. Donc, pour ma journée au complet, ça fournit presque le quart de ma journée pour ce qui est du gras. Donc, vous voyez, mon chiffre de 22% est élevé, donc ça contient beaucoup de gras.
Alors, c'est peut-être un type de produit, vous voyez, qui est à 9% de matière grasse, mais peut-être qu'on peut y aller pour un produit qui est plus occasionnel. Donc, si vous mangez du yogourt fréquemment, ben, j'irais peut-être avec un yogourt qui est peut-être plus autour de 0,1, 2, point quelques pourcents pour quelque chose qui est mangé plus fréquemment. On se continue dans notre épicerie. C'est sûr que je vais vous dire que la meilleure collation, c'est celle qu'on a faite à la maison. Mais bon, la vie étant ce qu'elle est, des fois, il faut une façon là, un petit peu plus rapide. Si on a par exemple la fameuse barre enrobée de chocolat et qu'on a aussi au chocolat avec des bananes, là aussi encore Leclerc, ben, où voyez-vous des différences majeures? Je vous laisse regarder un peu. C'est d'abord, quand je vous ai dit, produits céréaliers, donc qu'est-ce qu'on regarde en premier? Les fibres. Alors, ici, on a un équilibre beaucoup mieux que sur la barre de Quaker parce que ça respecte notre 15-2. OK, donc on a pas mal de fibres par rapport aux glucides. On a aussi moins de gras que la barre Quaker. Puis on comprend que le gras ici vient du simili chocolat d'enrobage majoritairement, donc c'est pas nécessairement des gras intéressants. Si à la rigueur ça avait été des noix, là ça aurait été un peu plus intéressant. C'est sûr qu'il y a une petite différence au niveau du sel, mais ça c'est un peu secondaire. Il y en a plusieurs des barres tendres qui vont être du côté de Vital. Je pense entre autres à la série boîte à lunch de Nature Valley, les boîtes vertes, mais seulement la gang de boîte à lunch. Je veux pas vous faire paniquer puis que vous ayez à regarder tout à votre prochaine épicerie. Au pire, regardez une chose à la fois. Commencez par regarder ce que vous avez déjà à la maison. Puis au pire, à chaque épicerie, regardez une ou deux choses. Je veux pas que votre épicerie dure des heures là, pour la première fois. Autre petite chose à faire attention, donc là, on est encore au niveau des sucres ajoutés. Si on regarde la version à gauche, je vous parle ici des petites compotes de pommes là, qui sont dans des petites coupes. Donc, on a la version sucre ajouté et la version sans sucre ajouté. Okay? Celle de gauche, c'est sans sucre ajouté. Si on regarde le tableau, on voit que, bon, on a un petit peu de fibres. C'est sûr qu'on a moins de fibres dans les compotes que si on mangeait la pomme au complet. Okay? Dans les compotes, il n'y a pas la pleure, etc. Et on voit que dans une petite coupe, il y a 11 grammes, on le voit ici, de sucre d'origine naturelle. Donc, ça vient carrément de la pomme. Quand on a par contre la version sucrée, bien là, vous voyez, on vient de doubler la quantité de sucre. Donc, on a mis 11 grammes de sucre ajouté. Donc, c'est la différence par rapport au sucre naturellement présent des pommes. Et ça, 11 grammes de sucre, c'est vraiment l'équivalent de 2 cuillères à thé. Pour une petite coupe là, qui fait à peine une demi-tasse. Okay? Donc, ben, pourquoi pas utiliser la version sans sucre ajouté? Si vous trouvez que c'est un petit peu trop acide, ben, au lieu de rajouter du sucre, on peut rajouter de la cannelle ou on peut rajouter, par exemple, il y en a qui rajoutent de la vanille aussi. Ou on peut choisir aussi la version qui n'est pas juste aux pommes. Il y en a qui sont, par exemple, avec fraises et pommes, mais sans sucre ajouté. Donc, à ces endroits-là, c'est plus facile, de diminuer les sucres ajoutés. On est rendu au jus. Je vais vous demander de regarder surtout celui de gauche en premier. Donc, vous voyez que pour une tasse ici de jus, et là, on a un jus là, que le seul ingrédient, c'est du jus d'orange. Okay? Donc, c'est vrai, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais il y a quand même du sucre, parce que c'est le sucre naturel de l'orange. Donc, une tasse fournit 26 grammes de glucides. C'est quand même assez élevé. Et là, en magasinant dans l'épicerie, vous remarquez qu'il y a ce jus d'orange-là, et lui, ben, pour la même tasse de jus, a 13 grammes de glucides seulement. Fait qu'on peut être tenté de prendre celui-là rapidement sans trop se poser de questions. Par contre, ben, on est là pour fouiller un petit peu plus profondément. Et on peut se rendre compte de pourquoi. On se pose la question pourquoi tout d'un coup celui-là a moitié moins de sucre. Ben en fait, c'est pas compliqué. Ils ont dilué le jus avec de l'eau.
OK? Ce que vous pourriez faire à la maison aussi. Et pour faire en sorte que le jus goûte quand même passablement bon, ben il y a toute une ribambelle d'autres ingrédients qui ont été rajoutés versus du jus d'orange. Il y a même aussi des phosphates, donc on en a reparlé, hein, c'est ça, ça durcit les artères. Pas très bon pour les maladies cardiovasculaires ou les prévenir. Pourquoi pas ne pas s'habituer à boire moins sucré. Mais si c'est une solution pour vous, c'est correct. Faut juste être au courant de ce que vous buvez ou mangez. Parlant de manger ou boire moins sucré, je me fais souvent poser la question, ouais, mais est-ce que ça vaut la peine de prendre des faux sucres? Donc, que ça soit du diète ou que ça soit du stevia. Ben, en fait, d'abord et avant tout, ce qu'il faut penser, c'est qu'il faut les utiliser avec modération. Quand ils sont consommés en grande quantité, les faux sucres, là, surtout ceux qui finissent en ol, peuvent vraiment donner des gaz, la diarrhée, donc des douleurs au ventre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne sont pas essentiels. Que ce soit chez des diabétiques ou non diabétiques ou des gens qui font juste attention à la quantité de sucre qu'ils vont manger, c'est pas vraiment la meilleure solution. Souvent, moi, je vais dire que c'est comme un petit peu une béquille. Okay? Ça se peut que ça aide, mais c'est pas la solution. Le mieux, c'est de s'habituer à manger moins sucré. Quand le corps reçoit quelque chose de sucré, ben, il se prépare à digérer des sucres. Puis finalement, ben, il n'en digère jamais puisque c'est pas des vrais sucres. Ben, souvent, ça peut amener la réponse que le corps dit, ben là, j'ai pas reçu de sucre, donc j'en veux d'autres sucres, j'en veux du sucre. Alors, ça peut amener vraiment un goût de sucré ou une fausse faim. Ça vient un petit peu changer les signaux du corps. Puis à force de toujours boire sucré, ben on s'habitue à boire sucré. Donc, ceux qui disent « Ah, mais moi, je suis une bibite à sucre », ben plus on mange sucré, plus on a le goût. Mais l'inverse aussi, graduellement, est aussi vrai. Donc, vaut mieux s'habituer à prendre des aliments qui sont moins sucrés. Notre prochaine diapo, c'est au niveau du restaurant. Quels sont les trucs qu'on peut faire au restaurant? Ben d'abord, c'est souvent fait, mais c'est de prendre les vinaigrettes ou les sauces à part. Donc, on met la quantité qu'on veut. C'est pas le restaurant nécessairement qui va décider quelle quantité on met. On peut aussi éviter les entrées. Ça a l'air fou, mais souvent, c'est particulièrement dans ce type d'aliments-là où il y a beaucoup de sel, que ce soit dans les soupes, évidemment, les rouleaux impériaux ou les bâtonnets de fromage. C'est beaucoup de sel contenu là-dedans, puis souvent, ben, on prend l'entrée en plus du plat principal, puis souvent, le plat principal, l'assiette est assez grosse que c'est souvent suffisant. C'est sûr qu'on peut aussi, au lieu de manger des frites, on peut prendre soit du riz ou des pommes de terre au four. Mais si on va pas souvent manger au restaurant, ben mangez-les vos frites. Okay? Ça fait partie des aliments occasionnels. On peut aussi faire attention à la quantité. Puis pourquoi pas prendre le moitié-moitié, donc moitié salade, moitié frites. C'est de plus en plus offert dans les restaurants. On peut aussi des fois changer le lait à la place de la crème. C'est pas un gros changement, mais si c'est facile pour vous de le faire. Des fois, ça peut être aussi dans les restaurants de déjeuner de demander que les rôtis soient pas beurrés parce que des fois, ils sont dégoulinantes. Puis ça peut être aussi de choisir des types de cuisson aussi qui sont moins grasses. Donc, prendre le poisson grillé au lieu du poisson pané. Puis c'est sûr que dans l'idéal, on l'a dit, tout ce qui est les aliments plaisir, les repas plaisir, ben ça peut être de les mettre plus occasionnels. Donc, si vous allez manger une fois par mois au restaurant, ben gâtez-vous. Puis là, c'est pas de la triche. Profitez-en, savourez. Okay? L'idée, c'est de mettre ça plus occasionnel. Peut-être que si pour le travail ou pour d'autres circonstances, vous êtes souvent au restaurant, ben là, on peut faire des choix peut-être plus sains vu qu'on y va plus souvent. Okay? Alors, ben, on s'en rappelle, hein, de notre assiette qu'on a vu dans les autres présentations avant. Ben, en fait, il est là, le résumé. C'est vraiment ça qui dicte un petit peu tout. Gardez ça simple. Si vous avez une chose à retenir, là, c'est cette assiette-là. Parce que l'équilibre va se faire tout seul. Vous avez des fruits et des légumes. On veut des aliments qui sont riches en fibres. Et on veut aussi que ce qu'on boit soit fait à base d'eau. Okay? Donc, vraiment,
effectivement, s'il y a une chose, puis on peut y aller graduellement aussi. Si on n'a pas des légumes à tous les repas, on commence par mettre des légumes, puis après ça, on augmentera la quantité dans l'assiette. Fait que, comme j'ai dit aussi, ce qu'on veut, c'est, on garde ça simple. On a parlé de l'assiette équilibrée, mais aussi les signaux de faim, c'est important. Demandez-vous, est-ce que j'ai faim ou j'ai le goût de manger? C'est pas la même chose. Puis souvent, on le sait, en fait. On est capable de répondre à cette réponse-là. Des fois, ce qui est plus dur, c'est de pas nécessairement manger quand on sait que c'est pas une vraie faim. Des fois, si on a le goût de grignoter puis que c'est pour d'autres raisons qu'une raison alimentaire, pourquoi pas s'habiller puis aller faire le tour du pâté de maison, faire une petite marche pour se changer les idées. Sinon, on en a parlé aussi déjà dans les autres présentations, mais essayez de manger des produits qui sont le moins transformés possible, donc cuisiner à la maison. Être actif aussi, on en a parlé, hein? Être actif, là, c'est bon pour diminuer la pression, aider au contrôle du diabète, éviter d'avoir un diabète, ça aide au niveau du poids, ça aide aussi au niveau de tout ce qui est le cholestérol. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique. Ça diminue évidemment les maladies cardiovasculaires aussi. Et finalement, n'oubliez pas de vous déterminer vous-même des objectifs. Donc, des objectifs qui sont atteignables. Donc, mettez pas « je vais faire telle chose tous les jours de la semaine ». C'est difficile, ça. C'est pas que je crois pas en vous, c'est juste que des fois, il va arriver quelque chose, puis vous pourrez pas, par exemple, aller prendre votre marche. Là, vous allez être déçu de vous-même. Prenez aussi des objectifs que vous êtes capable de mesurer, donc, puis qu'on est capable aussi de se faire une petite étoile là, dans le calendrier, de se faire un petit collant, OK? Et des choses que vous êtes capable d'atteindre, donc allez-y graduellement au lieu de vous mettre un objectif qui est beaucoup trop élevé, OK? Donc, allez-y selon, pour vous, quelle est la chose là, ou les deux choses que vous pouvez faire en premier, qui vous semblent plus faciles, pour lesquelles vous avez plus confiance de réussir, et allez-y comme ça, une chose à la fois, et non essayer d'avoir 10 changements d'un coup. Ça fonctionne pas. C'est trop d'un coup. On est humain, là. Donc, donnez-vous une petite chance et établissez des petits objectifs, un à la fois, ou quelques-uns à la fois. Finalement, ça, c'est un petit aide-mémoire, si vous voulez. C'est des choses que j'ai dites un petit peu dans la vidéo pour vous donner là, un petit rappel de ce qu'on cherche dans différents produits. Okay? Et ensuite, vous avez aussi dans les diapos prochaines, vous avez reçu aussi le papier, donc vous allez pouvoir trouver des liens, donc de l'information qui est fiable. Il se dit beaucoup de choses. Facebook, c'est bien gentil, mais il y a beaucoup de fausseté qui circulent. Ils disent que faites bien attention. Donc, ici, c'est vraiment c'est vraiment des sources fiables d'informations. Je vous ai mis aussi par la suite des idées de recettes parce que les gens nous demandent vraiment souvent des idées. Donc, en voilà, vous avez aussi, ça c'est des sites, vous avez aussi différents types de livres. Et il y en existe plein d'autres, en fait. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'aller vers des recettes où c'est écrit pour diabétique ou pour le cholestérol ou contre le cholestérol. En fait, ce qui est important, c'est de penser à votre assiette équilibrée. Si vous avez des légumes et ou des fruits, puis qu'il n'y a pas trop de gras non plus, que c'est pas dégoulinant, c'est correct tant que votre assiette est équilibrée. Et donc, après cette présentation-là, en fait, je vous réfère là, aux deux autres présentations qui ont été faites avant. Donc, vous pouvez aller les chercher sur la page et vous pouvez les réécouter comme vous voulez. Si vous avez des questions par rapport à la présentation, vous pouvez me joindre au numéro qui est écrit ici. Sinon, je vous remercie. Au revoir!